Bonjour à tous pour ceux que je n'aurais pas encore vus. Donc, nous sommes heureux d'accueillir le docteur Hugo Leur et M. Hervé Tessèdre, podiatre de son état, sur le thème de la Pneumaflex 3, orthèse d'amplification et contrôle des mouvements de la marche. Je vous en prie. Bonjour, alors je suis moi, M. Hervé Tessèdre, le concepteur des systèmes Pneumaflex 3. Et je serai accompagné maintenant du docteur Hugo Leur, chirurgien orthopédiste, donc qui effectivement m'accompagnera pour parler de l'étude technique de la marche qui a été faite sur une patiente. Alors, voilà, donc on va commencer un peu sommairement par la présentation de l'appareil. On passera dans un second temps à l'analyse chymographique qui a été réalisée. Et puis je reviendrai le coup suivant pour conclure un petit peu tout ça. Alors, aspect technique de cette orthèse, c'est donc une orthèse un petit peu spécifique qui présente un côté moteur, c'est-à-dire un côté énergétique. Voilà. Et après, je fais plus ou moins, c'est ça? Ouais. Non. Un petit souci, là. Bon. Tant qu'on passe aux lignes, là, je vais peut-être y arriver à la volée, mais avec les vidéos, ça va être un problème. Bon. Donc, orthèse qui va présenter une source énergétique, en fait, donc un moteur qui va créer un apport énergétique pour créer des mouvements, de l'amplification de mouvements, et bien entendu un système de régulation de tous ces mouvements qui ont été générés par la source énergétique. Indication thérapeutique, les différentes formes de steppage. Bon, bien entendu, un steppage est le reflet symptomatique d'une grande étiologie de pathologie ou de neuropathologie. Donc tout le monde sait qu'on a des steppages périphériques, des steppages qui sont dus à des atteintes centrales, et que en fait ce qu'on définit par steppage, c'est bien entendu un pied qui chute vers le sol. Hein. On va présenter à travers cette petite présentation donc des analyses subjectives. Subjectives, c'est ce qu'on a fait au début, faute de moyens en fait, c'était de présenter donc l'appréciation personnelle clinique du patient, l'appréciation du patient lui-même et l'appréciation visuelle au travers des vidéos de ce que va rendre le système à la marche pour le patient lui-même. Et puis bien entendu objectifs, donc qui seront eux des résultats scientifiques. Alors, classification succincte des releveurs de pied. Alors, bon, en fait, les releveurs ont évolué ces dernières années, mais globalement et d'une façon très schématique aujourd'hui, on a deux types de releveurs. Le releveur rigide ou semi-rigide, c'est un petit peu articulé ici et là dans certaines amplitudes de mouvement, et les releveurs totalement libres, donc qui vont libérer la totalité des mouvements sans pour autant les contrôler. Alors, la problématique justement rencontrée va dépendre effectivement des deux types de releveurs ici. Si j'arrive à venir... Alors, concernant donc les releveurs fixes, on s'est rendu compte que la fixité, l'immobilisme anatomique crée des dégradations anatomiques supplémentaires à celles posées par la pathologie ou le traumatisme initial. Le blocage, en fait, générait des amyotrophies et puis tous les problèmes de blocage qu'on connaît. C'est vraiment désagréable. Et puis, donc, depuis quelques années maintenant, les releveurs libres, qui ne réglementent pas les mouvements. Alors ils sont très bien puisqu'ils donnent la liberté totale des mouvements, mais n'opposent aucune correction face à des mouvements qui pourraient s'avérer dangereux au cours de la marche, surtout si on parle d'une marche physiologique en terrain naturel, une entorse par exemple. Alors, le but d'un outil comme celui-ci était bien entendu de poursuivre ou de potentialiser le travail des kinésithérapeutes qui, eux, font de la rééducation fonctionnelle. Alors, dans le monde de la rééducation fonctionnelle, bien
entendu les médecins rééducateurs fonctionnels, les ergothérapeutes et tous les professionnels qui travaillent dans la rééducation, c'était de faire de ce système un système donc potentialisateur de ce travail de kiné. C'est-à-dire que pas de fixité, parce qu'un kiné qui travaille sur le membre d'un patient pour activer les articulaires, les musculaires, eh bien c'est formidable. Mais si là derrière on bloque totalement le segment pendant les longues heures qui suivent son travail de rééducation fonctionnelle, en définitive, il n'y a plus un intérêt capital. Donc il fallait que l'orthèse, que l'orthèse suive le travail de rééducation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la kiné est terminée, en chaussant un tel appareil, on puisse avoir la continuité de l'action des chaînes musculaires et articulaires au cours de la marche. Alors donc Pneumaflex 3 a été pensé dans ce sens, c'est-à-dire qu'en gros, le moteur, la source énergétique réglable va pouvoir apporter une source plus ou moins puissante d'énergie et également plus ou moins rapide, puisque lorsqu'on marche ou qu'on court, pour les sujets qui peuvent le faire, la vitesse n'est jamais la même et la puissance n'est pas la même non plus. Le fait de relever un pied n'est pas seul lorsqu'on marche. On a le freinage de l'abatté, on a des mouvements d'éversion, inversion et bien sûr le relevé dynamique du pied. Donc il fallait absolument amplifier ces mouvements-là et nous ne pouvions le faire qu'avec une source énergétique. Et bien entendu, et surtout d'ailleurs, la réglementation de tous ces mouvements, parce que amplifier un mouvement c'est bien, l'agrandir, le rendre plus puissant, plus rapide, c'est parfait. Mais si on ne le contrôle pas, on court au risque d'accident potentiel à la marche qui pourrait s'avérer dramatique. Ne pas contrôler les mouvements d'inversion ou de varisation d'un pied dynamique lorsqu'on court ou qu'on saute peut amener à une fracture qui pourrait être gravissime. Je pense qu'il est inutile de préciser qu'une fracture bimalléolaire sur un terrain neuropathologique, ça stoppe la rééducation fonctionnelle un certain nombre de mois, ce qui n'est pas forcément souhaitable pour des patients déjà affectés. Alors, je reviens juste un petit peu sur la source énergétique. Donc, la source énergétique, ça va être ce système-là, qui ressemble à un vérin, mais qui va fonctionner plus exactement comme une fourche d'une moto, comme un super amortisseur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir régler la contrainte, la pré-contrainte et la détente du système. Détente, parce qu'au moment où on court, où on marche plus vite, l'appareil a besoin d'emmagasiner de l'énergie, mais aussi de la restituer. Et cette restitution va se faire en fonction de la détente qui sera réglée. Donc en fait, le moteur peut aller plus ou moins fort, plus ou moins vite. Dépendra de l'âge du sujet, de son atteinte bien entendu, de sa dynamique de marche, mais aussi de son poids de corps. Et les bras de levier, les systèmes de haut banc qu'on va pouvoir voir ici, qui sont en fait 4 bras de levier qui vont être disposés anatomiquement au regard des têtes métatarsiennes, première et cinquième, et des 2 malléoles bien entendu qui vont correspondre aux axes dynamiques de la mobilité du pied lors d'un pas, lors de la marche. Alors on va pouvoir jouer à la fois sur les effets relevés. Si par exemple les sangles postérieures ici, on les antériorise un petit peu par là, on va accentuer de l'effet relevé, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas la force du moteur qui va accentuer le relevé dynamique du pied, mais c'est la modification des bras de levier. Donc les bras de levier antérieurs resteront, mais si les postérieurs vont vers l'avant du pied, on va accentuer bien entendu l'effet bras de levier, auquel cas il faudra faire particulièrement attention au triceps sural, aux muscles postérieurs qui vont être soumis à un effet d'étirement permanent qui peut parfois être gênant. Et ensuite, bien entendu, on règle donc la capacité de levée dynamique du pied, mais le plus important, c'est de régler tous ces mouvements d'éversion, inversion et de pronosupination, notamment lorsque la personne va marcher en terrain accidenté. Là, on est sur la pelouse, mais ça peut être le trottoir parisien avec des nids de poules ou un chemin mal pavé, ou la moindre aspérité au sol qui pourrait effectivement s'avérer être un danger si le pied n'est pas contrôlé dans ces différents mouvements. Alors, c'est pas le mouvement au sens strict qu'on contrôle, mais c'est son amplitude, sachant que à chaque mouvement correspond une action dynamique des chaînes musculaires. Tous les mouvements sont potentiellement bons lorsqu'on marche. D'ailleurs, la marche physiologique active environ 300 muscles lorsqu'on est en activité de marche. Eh bien, on va réglementer les mouvements qui deviendraient dangereux à un niveau d'amplitude. Une entorse de cheville pourra ne pas être entorse à 1, 2,
voire 3 degrés de varisation de la cheville, mais le 4e degré pourra s'avérer extrêmement dangereux et ne plus générer l'entorse. En fait. Donc le système de gestion des amplitudes va interdire notamment le 4e degré, mais pas le 1, 2, 3. Donc on va marcher avec 3 degrés permis en varisation, le 4e sera auto-bloqué et on reviendra naturellement au 3, 2, 1. Pour accomplir un cycle de marche avec le maximum de mouvements physiologiques autorisés, contrôlés lorsque ceux-ci deviennent potentiellement dangereux. Reproduction exacte. Okay. Reproduction exacte du schéma de marche. Ben, j'ai trouvé, alors c'est un peu personnel, mais qu'on appelait bien souvent la marche à pied tout un tas de déplacements. Et qu'en fait, la véritable marche à pied telle que je l'ai appris moi dans les livres, et j'imagine comme tout le monde, c'est une conséquence de cascade articulaire, de chaîne musculaire en activité, c'est une dynamique monopodale vers l'avant, et que tout ça met en place tout un tas d'activités. On parlait tout à l'heure de proprioceptivité, et bien proprioceptive, dynamique, musculaire, et tout ce qu'on peut utiliser lorsqu'on marche d'un point de vue naturel. Un déplacement n'est pas la marche. Une marche à petits pas n'est pas exploitée, ce que pourrait éventuellement faire un patient si on lui apprenait à marcher de nouveau comme il faisait avant, si tant est que ce soit possible, mais tout du moins s'en rapprocher. Je vais laisser la parole au docteur Hugo Lors, qui va vous présenter donc l'analyse technique et scientifique, chymographique. Je voudrais remercier M. Tessat de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet. Donc, en tant que chirurgien orthopédiste, moi j'interviens uniquement pour l'analyse des résultats de la marche, aucunement dans le développement technique du produit, et encore moins dans sa commercialisation. Il n'y a donc pas de conflit d'intérêt, et ça me paraissait être suffisamment important pour le préciser. Donc, M. Tessat a fait un exposé qui est assez clair sur le fonctionnement de son attelle, de son orthèse. Vous avez donc tous compris qu'elle était indiquée dans toutes les formes de stépage d'une façon générale. Et je vous ai, sur ce slide qui a un peu de mal à passer, je les ai regroupés par ordre de fréquence. Donc à nos yeux, le stépage le plus fréquent, c'est sur les séquelles d'AVC, qu'ils soient ischémiques ou hémorragiques. Et puis ensuite, on retrouve des stépages sur atteinte rachidienne par compression neurologique consécutive à l'hernie discale. Ensuite, on retrouve au 3e rang la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est bien connue, très fréquente, une naissance pour 2500, et qui est une maladie atteignant la myéline des axones. On retrouve ensuite les différentes formes de polynévrite, alcoolique, toxique, diabétique, polio. Des atteintes traumatiques, donc je vous ai mis en illustration ici dans la main de votre serviteur un sciaticopité externe qui a été sectionné après une chute de vélo chez un jeune homme de 20 ans. C'est un mécanisme en varus forcé, associant une pintade, donc lésion du plan ligamentaire externe, lésion biméniscale et lésion bicroisée. Et il avait un stépage. Je pensais, avant de l'opérer, retrouver un hématome compressif. Et en fait, j'ai eu la surprise de constater que le nerf sciaticopité externe était désinséré au niveau de la post-poplité, au niveau du tronc commun. Là où le sciatique se sépare en SPI et en SPE. Donc ça, c'est typiquement le genre de patient qui va éventuellement pouvoir bénéficier de cette orthèse une fois que le genou aura été stabilisé et qu'il aura une rééducation qui sera donc une dégâts assez conséquente. Pour mémoire, je vous ai mis des maladies rares et orphelines qui causent aussi des troubles de la marche, c'est la maladie Strombolom. C'est une maladie orpheline pour laquelle on n'a pas de traitement, qui entraîne l'atteinte du système nerveux central. On va passer au slide suivant. Le slide suivant, c'est les résultats subjectifs. Ce sont des analyses de marche vidéo subjectives parce qu'il n'y a pas de paramètres qui ont été mesurés sur cette analyse. Alors, on a des vidéos, elles ne passent pas sur le PC, sur le premier PC. On peut juste faire l'essai de la repasser sur l'autre pour voir ce que ça donne. J'aimerais quand même que vous puissiez profiter de ces vidéos parce qu'elles sont vraiment parlantes. Et puis, bon, je m'excuse par avance. Parce que visiblement ça va sauter, et je vous invite de toute façon à venir les voir sur le stand parce qu'elles défilent en permanence sur le standard. Donc, avec le deuxième, on va mettre en route. Donc c'est le même patient, sauf qu'à gauche il passe pas.
c'est une séquelle d'AVC, c'est un patient d'une 50aine d'années, avec une hémiparésie gauche, membre supérieur et membre inférieur. On peut revenir en arrière, peut-être faire le slide précédent et revenir sur celui-ci pour voir s'il démarre tout seul. Il doit démarrer tout seul à gauche, voilà. Profitez parce que ça va peut-être couper dans 10 secondes. Donc voilà pour l'AVC. Je vais passer vraiment sur le slide suivant. Ok, donc ici on a une pathologie hernière rachidienne. La deuxième peut démarrer, merci. Donc ça a l'air assez stable pour l'instant. Avec donc des séquelles, c'est un monsieur qui a été opéré, mais il garde malgré tout des séquelles parce qu'opéré tardivement. Avec un stépage à droite. Et je voudrais que, j'espère que ça va tenir quelques secondes, je voudrais qu'on regarde cette vidéo jusqu'au bouton tout à droite. Parce qu'avec cette orthèse, le patient a la possibilité de se déplacer rapidement. L'avantage aussi de cette orthèse, c'est que ça fonctionne sur terrain accidenté, aussi bien que sur terrain régulier. Donc à chaque fois dans les vidéos, je vous ai repris les différentes pathologies que nous avions évoquées dans les indications. Donc ici c'est une maladie sarcomaritus, donc avec par définition une atteinte bilatérale. Un patient qui était typé des deux côtés. Ici une polynévrite, une hybride diabétique. Une patiente d'âge, on va dire, moyen, la soixantaine. Donc on va se déplacer sans l'appareillage. Je marche avec deux cannes. Puis avec l'appareillage en terrain accidenté, beaucoup plus d'assurance. Ici une séquelle de polio. Ici l'atteinte traumatique. Alors ce n'est pas le jeune homme que vous avez vu avec le genou ouvert tout à l'heure parce que lui, son accident est assez récent, donc il est encore en cours de réadaptation. C'est un autre patient, c'est du même côté, c'est à gauche. Et c'était un accident de la voie publique avec un hématome qui est venu comprimer le nerf sciatique poplité externe de façon prolongée et qui a entraîné ce stépage, donc une cause traumatique périphérique. Donc j'insiste sur le fait que tous les résultats que je vous ai montrés sur les vidéos sont des résultats subjectifs, c'est-à-dire qu'en regardant les vidéos, on a l'impression que le patient est amélioré par la pose de l'orthèse, le patient a lui-même l'impression d'être amélioré par l'orthèse, le thérapeute également, mais pour avoir des valeurs et avoir la certitude que l'amélioration est réelle, il aurait fallu faire une analyse de marche. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Cette fois, on obtient donc des résultats objectifs. Alors, le sujet qui a été concerné par cette analyse de marche est une dame de 40 ans qui avait eu un AVP avec des séquelles neurologiques. La seule chose sur ce tableau sur laquelle je voudrais insister, c'est les valeurs de la force musculaire sur la cuisse qui sont préservées. Donc, elle a un bon ornement du pas, puisqu'elle a des mouvements, des contractions musculaires du quadriceps qui peuvent se faire contre résistance quasi normale, puisqu'on son côté à 4+. Par contre, concernant l'atteinte des releveurs de pied et notamment du muscle jambier antérieur, celui-ci est coté à 3. Donc elle a un mouvement effectué contre pesanteur, mais elle n'a pas de mouvement contre résistance.
Voilà l'analyse de sa marche, sans canne, sans attelle. On retrouve donc à gauche un déficit sur le releveur du pied. Les valeurs que je voudrais porter à votre connaissance sont entourées ici. Cette patiente va réaliser 33 mètres en 40 secondes, avec un nombre de pas de 67 et une cadence de 102 pas minute. Par opposition au testing, à l'analyse avec la telle, qui est le slide suivant. Au cours duquel on va mettre en évidence la même distance, c'est-à-dire à peu près 33 mètres, cette fois en 30 secondes et non plus en 40 secondes. Elle gagne donc 10 secondes sur les 33 mètres réalisés. Un nombre de pas bien inférieur, ce qui signifie qu'elle a des pas plus grands et une cadence à 105,3. Alors, pour mémoire, cette analyse de marche a également été effectuée avec une canne. On a choisi de ne pas le présenter pour des raisons de timing. Ça pourra faire éventuellement l'objet de publications ultérieures, mais la canne n'a pas, dans cette analyse de marche, montré de supériorité ou d'intérêt dans son association avec l'orthèse. Je vais laisser M. Tessèdre conclure. Je vous remercie pour votre attention. Alors, une petite précision, l'étude de marche a été réalisée dans un grand laboratoire de marche dans le sud de la France, et le médecin qui a réalisé l'étude, bien entendu, nous ne le connaissions pas, donc c'est une analyse qui a été faite pas par nous. Voilà. Alors, pour finir, je pense qu'il est préférable de donner aux patients des capacités de récupération anatomique, tant que faire se peut, supplémentaires, et surtout pas de le laisser bloquer dans un carcan ou de ne pas lui donner la possibilité d'évoluer. Évoluer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit un patient qui fait des petits pas, qui marche sur la malléole, et à qui on donne des conseils de substitution à la marche, je pense que ça ne va pas dans le sens de l'améliorer pour qu'un jour il puisse s'approcher de la marche physiologique telle qu'il l'avait avant. Et que le système, lui, doit avoir une participation anatomique, surtout pas un effet de tutorisation qui finalement le bloquerait dans son schéma de marche sans autre grande possibilité d'évolution. Donc le système Thomaflex 3 a été pensé de participation anatomique, a été pensé aussi outil de rééducation fonctionnelle, et il a été pensé toujours pour demander plus au patient. C'est-à-dire lui demander d'aller faire de plus grands pas, de ne pas hésiter à appuyer sur la jambe défectueuse, même si dans son schéma cérébral ça n'est plus là, et bien le fait de répéter le mouvement plusieurs fois lui réintégrera peut-être dans ce schéma, l'outil restant bien naturellement à son service, c'est-à-dire au service du praticien qui va lui donner les informations, et au service naturellement de la volonté de ce même patient qui va vouloir faire plus. Parce que on peut comparer un système tel que celui-ci à un autre système qui bloque. Si le sujet fait des tout petits pas et ne va pas au-delà de ce qu'il est capable de faire, on considère qu'il va faire ça toute sa vie sans évolution possible. Si on lui donne la possibilité d'en faire plus et qu'on lui donne bien entendu le conseil de le faire sous surveillance médicale et paramédicale, alors on aura des évolutions qui pourraient être très intéressantes. Mais c'est toujours en faisant parler l'anatomie, à mon sens, qu'on y arrive, et surtout pas en la tutorisant ou en la compensant. Merci beaucoup. Peut-être des questions, pardonnez-moi. Bonjour, est-ce qu'il y a un LPPR pour ce type d'appareillage, s'il vous plaît? Non. Oui, pardonnez-moi, je m'informais sur le titre parce que je n'ai pas tout à fait les...
sur les parties administratives, je ne suis pas tout à fait au point. Oui, alors on a deux déclinaisons en fait de ce type d'appareil, deux versions qui utilisent la même technologie. On a le Megaflex qui lui est sous la forme d'une chaussure thérapeutique et qui est bien entendu délivrée par les podo-orthésistes en France et qui bénéficie d'un remboursement à 100%. Et le système Pneumaflex libre, tel qu'il est aujourd'hui, n'a aucun remboursement. Strictement aucun. Alors le prix, il y a des options. On va dire que le prix de base d'un tel système est de 1 200 €, mais qu'il existe également des technologies supplémentaires. On a non visible ici, mais des systèmes de débrayage automatique des forces, parce que beaucoup de patients nous ont demandé, mais l'appareil va être réglé en fonction du poids de corps et de la dynamique de marche. Et le patient qui va vouloir conduire une voiture va devoir avoir besoin d'une énergie nettement inférieure sur le pied directeur pour une pédale de voiture, et qu'il fallait donc des systèmes technologiques qui permettaient de débrayer la force immédiatement, de manière à faire des mouvements beaucoup moins forts, avoir cette possibilité, et puis de rembrayer le système. On peut dire aujourd'hui que sa base est à 1 200 € hors taxe, hors TVA française. Y a-t-il d'autres questions ? Bien, messieurs, je vous remercie pour cette présentation et la qualité de votre prestation par rapport à ces petits problèmes techniques que je vous prie de bien vouloir nous excuser. Donc je vais laisser encore 5 à 10 minutes de temps pour essayer de régler ce problème et on pourra donc embrayer tout de suite avec la formation suivante. Ça fait trop le bordel avec